Cette plante, l'ortie, oui, l'ortie ordinaire, Urtica dioica, contient jusqu'à 5 fois plus de vitamine C que les compléments pharmaceutiques les plus vendus. 5 fois. Et pourtant, elle pousse dans chaque village, chaque friche, chaque bord de rivière d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie ou du Kazakhstan. Elle attend. Elle brûle un peu, elle pique, et c'est précisément pour cette raison que le système industriel l'a rebaptisée « mauvaise herbe ». Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'aucune plante que vous trouvez dans une boîte brillante au supermarché ne peut rivaliser avec elle. Une impossibilité biologique. Comment une feuille qui sort du béton, gratuitement, peut-elle battre en vitamines, minéraux, acides gras et protéines un produit vendu 29,90 € la boîte? Ce n'est pas censé être possible. Et pourtant, c'est le secret enterré sous l'asphalte. Les anciens ne se posaient pas la question. Dans la Russe médiévale, l'ortie était considérée comme l'égale du lin et du chanvre, une fibre, une nourriture, un remède. Dans certains villages des Carpates, on l'appelait même l'herbe du sang, parce qu'elle redonnait force et chaleur aux malades en plein hiver. Plus loin encore dans le passé, lors des campagnes de l'Empire romain en Scythie, les soldats, transis dans les plaines glacées, se frottaient les jambes avec des tiges fraîches d'Urtica dioica. Ce geste simple, que les botanistes modernes expliquent par une stimulation neurovasculaire, leur évitait gelures et paralysie. Pendant les famines cycliques du XIXe siècle en Ukraine, lors des années de mauvaises récoltes, les communautés rurales survécurent grâce à elle. Soupe d'ortie, galettes, farces, infusions. Cette plante, que les citadins d'aujourd'hui arrachent sans réfléchir, a sauvé des villages entiers de la faim. Ce n'est pas une légende, c'est une archive vivante. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que les lignes de ravitaillement s'effondraient, l'Allemagne utilisa l'ortie pour fabriquer des tissus militaires. En Russie, durant les années 1940 et 1 à 1943, lorsque les villes encerclées par la Wehrmacht manquaient de tout, les médecins de campagne enseignaient aux civils comment préparer des décoctions d'ortie pour traiter l'anémie et soutenir les blessés. Une plante capable de pousser sur les ruines, dans la poussière, entre les rails, devenait un médicament national. Ce n'était pas un choix romantique, c'était une question de survie. Et à chaque fois que l'histoire a vacillé, siège, famine, guerre, Urtica dioica a été là. Ce qui rend cette plante si dangereuse pour l'industrie, c'est la révélation scientifique moderne. 100 grammes de feuilles fraîches contiennent jusqu'à 330 mg de vitamine C, quand une orange standard en contient à peine 70. Le fer, 2 fois plus que les épinards du commerce. Les acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6, présents naturellement dans un rapport presque idéal. Les protéines, jusqu'à 25% pour les feuilles séchées. Un chiffre qui dépasse certains super-aliments vendus en sachet sous atmosphère contrôlée. Aucun produit en rayon n'égale cette densité nutritive. Aucun. Et davantage encore, l'ortie active un mécanisme biologique unique. Ces feuilles accumulent les minéraux grâce à un système de pompage racinaire qui transforme chaque tige en panneau solaire nutritif. Sa chlorophylle, l'une des plus concentrées du règne végétal, soutient le microbiome intestinal humain à un niveau que les gélules vertes vendues 40 € ne peuvent même pas imiter. Alors pourquoi n'y en a-t-il pas dans les supermarchés? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Parce que Big Pharma ne peut pas vendre sous forme de pilule un super-aliment qui pousse dans les fossés. Parce que Big Ag n'a aucun intérêt à ce que les gens sachent que l'un des meilleurs compléments du monde ne coûte rien, qu'il n'a pas besoin de serre, d'engrais, ni de machines. L'ortie échappe au modèle économique. Elle pousse gratuitement. Elle repousse même quand vous l'arrachez. Une rebelle végétale qui refuse d'obéir au business plan. Comment la reconnaître? Une tige anguleuse, dressée, parfois rougeâtre, des feuilles opposées, dentées, en forme de cœur allongé, un toucher qui pique, à cause des micro-aiguilles remplies d'acide formique. Une racine jaune pâle, rampante, un véritable chef-d'œuvre de pensée ingénieuse qui colonise le sol comme un réseau neuronal. Comment l'utiliser? Crue en smoothie, une fois mixée elle ne pique plus, en soupe traditionnelle, en thé riche en minéraux, ou fermentée pour créer un extractum puissant utilisé depuis des siècles comme fortifiant. Une poignée de feuilles suffit à transformer un repas pauvre en un élixir riche. Et voici la vérité que l'industrie voudrait effacer. Cette plante, méprisée par la modernité,
est l'une des plus complètes pharmacies verticales de la nature. Elle pousse là où personne ne la regarde. Pourtant, elle porte la mémoire de ceux qui ont survécu avant nous. Dans chaque feuille d'Urtica dioica, il y a un rappel. Nous étions autrefois libres, nourris par la terre, non par un système. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Imaginez une plante si puissante que, pendant des siècles, les médecins, les herboristes et les paysans de tout l'espace post-soviétique la considéraient comme une panacée saisonnière, un médicament debout que l'on pouvait cueillir en marchant. Cette plante, la berce, connue sous les noms de borchévique, doudnik, pasternak d'iquille et en latin Heracleum sphondylium, a nourri, soigné, désaltéré et parfois littéralement sauvé des populations entières. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'elle contient jusqu'à 7 fois plus de vitamine A que certaines préparations pharmaceutiques vendues en Europe de l'Est, et que ces jeunes pousses possèdent une concentration d'antioxydants supérieure à celle des légumes cultivés sous marque premium. Mais voilà le scandale. Aujourd'hui, on l'appelle adventice, plante envahissante, parfois même déchet agro-industriel. Une impossibilité biologique transformée en problème administratif. Comment un aliment ancestral, aussi précieux que l'or pour nos ancêtres, a-t-il pu être relégué au statut de nuisance? Cherchez l'industrie. Vous trouverez la réponse. La berce n'a jamais été une plante quelconque. Dans la Ruskievienne, elle était la base du plat national primitif, le borsch, bien avant l'arrivée de la betterave. Cette soupe, fermentée ou fraîche, n'était pas un simple repas. C'était un système immunitaire dans une marmite. Au XVe siècle, les monastères de Novgorod cultivaient Heracleum sphondylium comme légume potager, notant dans leur registre que les jeunes tiges tiennent l'homme debout durant les campagnes longues. Pendant les famines de 1601 à 1603, qui ravagèrent Moscovie après un hiver volcanique global, les archives mentionnent que la berce fut l'un des seuls aliments encore disponibles dans les champs détrempés. On la mangeait crue, cuite, fermentée, embouillie. Elle a empêché l'effondrement total de villages entiers près de Vladimir, de Ryazan et de Tver. Oubliez les images romantiques, la berce était un bouclier contre la mort. Encore plus frappant, lors du siège de Leningrad, 1941 à 1944, les botanistes du jardin botanique de l'Académie des sciences rapportent que les civils cherchaient la berce dans les parcs, les bords de chemin et les interstices des bâtiments bombardés. Les jeunes feuilles, riches en chlorophylle et en minéraux, étaient bouillies pour fabriquer des bouillons destinés aux enfants. Ce qui pousse sous vos pieds devient différent lorsque les rayons des magasins sont vides. Les plantes que l'industrie appelle dangereuses étaient alors des lignes de vie. Mais pourquoi ces archives restent-elles invisibles? Pourquoi cette plante ne figure-t-elle pas, aujourd'hui encore, dans les étagères des supermarchés de Minsk, de Kiev ou d'Astana? La réponse est simple. La nature ne peut pas être brevetée. Et Heracleum sphondylium est la définition même d'un superaliment gratuit. Sa composition chimique fait trembler les compléments alimentaires modernes. 100 grammes de jeunes pousses contiennent jusqu'à 80 mg de vitamine C, près de 700 microgrammes de provitamine A, des oméga-3 naturels, plus de 2 grammes de fibres solubles et une batterie de flavonoïdes que Big Pharma préfère encapsuler dans des gélules hors de prix. Comparé avec les salades du commerce, 2 à 3 fois moins de vitamine C, presque aucun oméga-3 et un coût qui grimpe à 4 ou 5 € par sachet. La berce pousse gratuitement, sans irrigation, sans engrais, sans système de contrôle qualité. Aucun modèle industriel ne peut tolérer un concurrent pareil. La révélation scientifique moderne est encore plus explosive. Les études menées en Europe de l'Est démontrent que la berce possède une capacité unique à accumuler les minéraux dans ses tiges et pétioles grâce à un mécanisme de pression osmotique extrêmement puissant. C'est une véritable pompe biologique. Sa chlorophylle, hautement assimilable, soutient la régénération du microbiome intestinal en favorisant les souches bénéfiques de lactobacilles. Et, détail que l'industrie préfère taire, ces polysaccharides naturels agissent comme prébiotiques, augmentant la biodisponibilité du fer et réduisant l'inflammation systémique. Les compléments alimentaires tentent d'imiter cela synthétiquement. Échec total. Aucune formule de laboratoire n'arrive à reproduire le spectre complet des composés actifs d'Heracleum sphondylium.
C'est comme comparer un piano joué en direct avec une sonnerie de téléphone. Alors, comment cette plante a-t-elle été effacée? Entrée dans le complot économique. Dans les années 1970 et 1980, les systèmes agricoles soviétiques ont investi massivement dans les cultures standardisées, blé, betteraves sucrières, pommes de terre, les seules valeurs mesurables dans les plans quinquennaux. La Berce, trop autonome, trop prolifique, trop libre, ne pouvait pas entrer dans les statistiques. Elle ne nécessitait aucun intrant, aucune semence certifiée, aucun carburant. Elle enrichissait la terre au lieu de l'appauvrir. Elle représentait exactement le contraire de l'agriculture industrielle. Alors, on l'a renommée Adventis, puis danger, puis problème écologique. Et maintenant, des campagnes entières luttent pour l'éradiquer au lieu de comprendre qu'elle n'est dangereuse que lorsqu'on ignore comment l'utiliser. Car oui, utiliser la berce demande un savoir que les anciens possédaient et que les modernes ont oublié. Comment l'identifier? Une tige creuse, côtelée, épaisse, des feuilles immenses, lobées, semblables à celles du panais sauvage. Une ombelle blanche, large, comme un feu d'artifice botanique. Mais ce qu'il faut chercher, ce sont les jeunes pousses, tendres, brillantes, presque translucides. Leur odeur est douce, légèrement verte, rappelant le céleri et l'aneth. Les racines, longues et charnues, portent la mémoire du sol. Elles constituent un chef-d'œuvre de stockage énergétique, un réservoir naturel conçu par l'évolution. Comment l'utiliser? Les jeunes tiges, pelées, se mangent crues en salade. Les feuilles peuvent être cuites comme des épinards. Les pousses fermentées, méthode traditionnelle ukrainienne, deviennent un kvass de berce, boisson tonique capable de restaurer l'équilibre minéral du corps après un effort intense. Les tiges peuvent être confites dans le miel, et les graines écrasées, encore aujourd'hui dans certaines régions de Russie, servent d'épices médicinales aux propriétés digestives. Une plante entière utilisable, pas un gramme de déchets. Et voici la vérité finale. Ce que l'industrie appelle aujourd'hui invasive, nos ancêtres l'appelaient salvatrice. Chaque plante porte une mémoire. Heracleum spondylium porte celle des peuples qui ont survécu aux hivers, aux sièges, aux famines, aux guerres. Elle pousse encore dans les vallées du Caucase, dans les champs du Don, sur les collines du Kazakhstan. Elle attend simplement que nous nous souvenions. Revenir à la berce, ce n'est pas revenir en arrière. C'est revenir à soi. C'est refuser l'illusion que la santé doit s'acheter. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Cette plante, on l'appelait autrefois le médecin du pauvre. Aujourd'hui, on la piétine sans la regarder. Le pissenlit, Taraxacum officinal, celui qui colonise chaque cour d'immeuble de l'Ukraine, chaque talus de route en Russie, chaque pâturage de Biélorussie ou de Kazakhstan. Cette mauvaise herbe renferme plus de nutriments, de minéraux et de molécules actives que la majorité des légumes vendus sous plastique. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que le pissenlit dépasse en densité nutritionnelle certains compléments pharmaceutiques multivitaminés. Une impossibilité biologique. Comment un organisme qui pousse dans les fissures du béton peut-il battre des produits développés dans des laboratoires sponsorisés par Big Pharma? Pourtant, la vérité est là, sous vos pieds, jaune comme un soleil miniature, prête à être arrachée par quelqu'un qui ignore qu'il détruit un trésor médical. Nos ancêtres, eux, savaient. Dans les campagnes slaves du XIIIe siècle, les guérisseuses utilisaient les racines de Taraxacum officinal comme tonique pour réveiller le sang au sortir de l'hiver. Pendant les grandes famines de 1601 à 1603, les mêmes qui ont ravagé la Moscovie, les chroniques monastiques rapportent que les villageois écrasaient les feuilles dans des mortiers de pierre pour en extraire un jus amer, mais salvateur. Son rôle s'est amplifié dans les siècles suivants. Durant la guerre de Crimée, les médecins militaires russes notaient dans leurs rapports que les soldats blessés manquaient souvent de nourriture fraîche et que l'infusion de pissenlit, riche en minéraux, réduisait l'œdème et soutenait la récupération. Quelques décennies plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, les populations civiles de la région du Don et des alentours de Saratov utilisaient ces racines séchées pour remplacer le café devenu introuvable. Cette boisson n'était pas un simple substitut. Elle apportait potassium, calcium, fer et inuline,
un prébiotique que la science moderne considère comme un soutien direct au microbiome intestinal. Et puis, il y a la période la plus dramatique, la Seconde Guerre mondiale. Les archives locales de plusieurs villages du Caucase septentrional mentionnent que les enfants recevaient quotidiennement une décoction de racines de pissenlit pour prévenir la dysenterie et soutenir leur système immunitaire. Rien de folklorique là-dedans, c'était de la survie. Chaque plante que nous ignorons aujourd'hui a été un jour une ligne de défense. Et si le pissenlit a traversé toutes les crises de l'histoire humaine dans ces régions, c'est parce qu'il possède une architecture biologique d'une ingéniosité incroyable. Sa racine pivotante, un véritable chef-d'œuvre évolutif, descend profondément dans le sol, capturant des minéraux qu'aucun légume superficiel ne peut atteindre. Son système de latex blanc, amer, fonctionne comme un bouclier antibactérien, un message chimique que les plantes utilisent pour se protéger et que l'humain peut détourner pour se soigner. La science moderne, en analysant Taraxacum officinal, a simplement confirmé ce que les anciens savaient intuitivement. 100 grammes de feuilles contiennent jusqu'à 140% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A, environ 40 mg de vitamine C, du fer en quantité supérieure à celle de la laitue industrielle et surtout de l'inuline, un sucre non digestible qui nourrit les bonnes bactéries intestinales. Comparez cela aux salades emballées vendues au supermarché, pauvres en minéraux, souvent stockées des jours avant consommation, vidées de leur vitalité. Le pissenlit, lui, se régénère constamment. Son mécanisme de photosynthèse est optimisé pour les environnements stressants. Il fabrique plus d'antioxydants lorsque le sol est pauvre. L'industrie, elle, ne peut pas imiter cette logique. Une plante qui devient plus puissante quand les conditions se détériorent, c'est une menace directe pour un marché basé sur des produits standardisés. Voici le complot économique. Big Pharma ne peut pas vendre le pissenlit. Big Ag ne peut pas le mettre sous licence. Aucun brevet ne peut protéger une plante présente sur tout le territoire eurasiatique depuis des milliers d'années. Et surtout, aucune entreprise ne peut rentabiliser quelque chose que tout le monde peut cueillir gratuitement. Alors, ils ont changé son image. De plantes médicinales essentielles à mauvaises herbes. De remèdes polyvalents à nuisances esthétiques. Ils ont créé un ennemi pour que vous achetiez leur solution. C'est un script très ancien. Dénigrer ce que la nature offre pour justifier ce que l'industrie vend. Comment identifier correctement cette plante? Une rosette de feuilles profondément dentées, en forme de scie, qui s'étale au ras du sol. Un latex blanc s'écoule quand on casse la tige. La fleur, un disque jaune éclatant, n'est pas une fleur unique, mais une mosaïque de centaines de fleurons. La racine, longue, épaisse, teintée de brun, est le cœur médicinal du pissenlit. Elle concentre ce que la plante a extrait du sol. Chaque détail est un message biologique. Je suis ici pour survivre et pour te nourrir si tu me comprends. Comment l'utiliser? Les feuilles, avant floraison, sont parfaites crues, dans une salade mélangée avec un peu d'huile et de sel. Leur amertume stimule le foie et le système digestif. Les racines peuvent être grillées au four, moulues et transformées en boissons toniques, une tradition encore vivante dans certains villages de la Volga. L'infusion de fleurs soutient le système immunitaire. Les boutons floraux, lactofermentés, deviennent un condiment aux effets similaires au capre. Et ce n'est pas une mode moderne, c'est un héritage que nos ancêtres pratiquaient depuis des siècles. Ce que l'industrie oublie intentionnellement de mentionner, c'est qu'une seule plante de pissenlit peut produire jusqu'à 15 000 graines par saison. Une fabrique biologique autonome, une pharmacie inépuisable, une banque de nutriments vivante. Et pourtant, elle est combattue, arrachée, écrasée. Parce qu'elle rappelle une vérité gênante. La santé ne se trouve pas dans une boîte en carton. Elle se trouve dans le sol, dans les plantes qui refusent de disparaître, dans les archives végétales que la modernité tente d'effacer. Le pissenlit est un symbole, celui d'une nature qui ne se soumet pas, d'une connaissance que nous avons laissée derrière nous, mais que rien ne peut réellement tuer. Car tant que ces graines voleront dans le vent des plaines d'Ukraine ou des steppes du Kazakhstan, cette plante continuera de dire la vérité. Nous n'avons jamais eu besoin d'un système pour vivre. Nous avions besoin du sol. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Cette plante, on la voit, on l'ignore, on la jette.
Les paysans du XIXe siècle la craignaient pour son goût amer, mais ils savaient aussi qu'elle pouvait sauver une famille entière quand les récoltes échouaient. Aujourd'hui, les industries agricoles et pharmaceutiques préféreraient qu'elle disparaisse complètement du paysage. Pourtant, elle continue de pousser, obstinée, dans les jardins abandonnés, les friches, les talus des villages de Ukraine, de Russie, de Biélorussie et des steppes de Kazakhstan. Elle s'appelle Artemisia absinthium, l'absinthe, le pollen, l'herbe sacrée des Slaves. Celle dont les propriétés médicinales dépassent, en puissance et en diversité, une grande partie des remèdes vendus aujourd'hui en pharmacie. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est qu'une simple pincée de ces feuilles contient plus d'antioxydants qu'un sachet complet de thé vert importé. Une impossibilité biologique, encore une. Une plante gratuite, autonome, indestructible, qui concurrence des produits générateurs de milliards. Pour comprendre pourquoi l'absinthe a été enterrée sous des décennies de propagande industrielle, il faut revenir loin dans le passé. Dans la Russe kiévienne du XIe siècle, elle était vénérée comme une plante purificatrice, utilisée dans les rituels de protection contre les maladies. Les textes du monastère de Vidoubitchi mentionnent son utilisation pour traiter les fièvres, les troubles digestifs et même les infections cutanées. Plus tard, pendant les famines de 1709 à 1711, après la Grande Guerre du Nord, lorsqu'une partie de l'Ukraine fut ravagée par la perte des récoltes et l'effondrement des circuits commerciaux, l'absinthe était l'un des rares remèdes encore disponibles. Les guérisseuses l'employaient en décoction concentrée pour « rallumer la force du ventre », expression populaire décrivant sa capacité à rétablir l'équilibre digestif. Mais c'est pendant la Première Guerre mondiale que son rôle devint crucial. Les médecins militaires russes, manquant parfois de quinine, utilisaient l'absinthe comme alternative pour réduire les fièvres des soldats stationnés près du front de Galicie. Ses propriétés antimicrobiennes étaient connues empiriquement, bien avant leur confirmation scientifique moderne. Les infusions d'Artemisia absinthium étaient distribuées dans les hôpitaux de campagne pour prévenir les infections gastro-intestinales, l'un des tueurs silencieux des conflits armés. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, dans de nombreux villages de Sibérie occidentale, où les stocks pharmaceutiques étaient rares, l'absinthe faisait partie des 3 plantes de guerre, aux côtés de l'ortie et du millepertuis. Elle nettoyait, cicatrisait, soutenait la digestion, renforçait les malades affaiblis. Pourquoi ce savoir a-t-il été effacé? Parce qu'une plante qui soigne gratuitement n'a pas sa place dans un modèle économique fondé sur la dépendance. Big Pharma n'a aucun intérêt à ce que les gens sachent qu'une tisane, faite avec une poignée de feuilles cueillies dans la cour, peut soutenir la digestion, réduire les inflammations, assainir le microbiome, stimuler le foie et diminuer la propagation de certaines bactéries. C'est un secret enterré sous l'asphalte. Un secret que l'industrie a remplacé par des médicaments spécialisés. Un pour le foie, un pour la digestion, un pour les ballonnements, un pour l'appétit. L'absinthe, elle, fait tout cela à la fois. La révélation scientifique moderne confirme chaque intuition des anciens. Les feuilles d'absinthe contiennent des taux exceptionnellement élevés de flavonoïdes, de lactone sesquiterpénique, dont la fameuse absinthine, de vitamine C, de chlorophylle et d'antioxydants puissants. Une analyse typique montre que 100 g de plantes fraîches apportent environ 130 mg de vitamine C, des concentrations remarquables de bêta-carotène et des composés actifs dont la synergie dépasse largement celle des compléments isolés vendus en pharmacie. L'absinthine, si amère qu'elle semble mordre la langue, stimule une cascade biologique rare. Elle active l'ensemble du système digestif, augmentant la sécrétion de bile, améliorant la digestion des graisses, équilibrant la flore intestinale et stimulant l'appétit chez les convalescents. Aucun médicament de synthèse n'arrive à imiter cette orchestration complexe. Il copie une molécule, pas la partition entière. Comparé avec les produits du commerce, les capsules digestives coûtent entre 7 et 20 €, contiennent quelques extraits isolés, parfois dilués, presque toujours standardisés à minima. L'absinthe, elle, contient des dizaines de composés actifs dont l'interaction n'a pas encore été entièrement cartographiée. Un seul rameau possède la richesse chimique d'une petite pharmacie. Voilà pourquoi elle a été effacée. Comment la reconnaître? Une tige grise, duveteuse, plus rigide que celle du pissenlit. Des feuilles découpées comme de la dentelle, argentées,
qui dégage une odeur immédiatement reconnaissable, une amertume froide, presque métallique. La plante peut atteindre 1 mètre de hauteur, parfois plus. Sa silhouette est celle d'une touffe légère, mais son système racinaire est un véritable architecte du sol. Comme un chef-d'œuvre enfoui, il pénètre les couches profondes pour capter les minéraux indisponibles en surface. Comment l'utiliser? Les feuilles jeunes peuvent être ajoutées en très petite quantité dans une salade. La puissance aromatique suffit. En infusion, une pincée à peine suffit à activer la digestion. Les fleurs séchées peuvent être utilisées pour préparer des teintures. Les racines étaient parfois bouillies dans les anciens clans cosaques pour créer un tonique utilisé lors des longues chevauchées. Une règle d'or se répète dans les traditions. L'absinthe est puissante. On l'utilise en petites doses. Comme toutes les plantes reines, elle exige du respect. Voici le point que l'industrie ne peut pas tolérer. L'absinthe pousse seule, partout, sans irrigation, sans engrais, sans traitement. Elle est trop indépendante, trop utile. Elle rend les gens moins dépendants. Elle rappelle que la santé n'a pas besoin d'être marchandisée pour exister. Lorsque vous regardez cette plante, souvenez-vous de ceci. Artemisia absinthium a survécu aux guerres, aux famines, aux révolutions, aux campagnes d'éradication. Elle est encore là parce que nous devons encore l'entendre. Elle porte la mémoire des peuples qui vivaient en symbiose avec leur terre. Elle incarne la connaissance que nous avons perdue et qu'il est temps de retrouver. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Cette plante, personne ne la plante, personne ne la protège, personne ne la vend. Et pourtant, elle contient plus de vitamines du groupe B que plusieurs céréales transformées, plus de calcium que certains produits laitiers, et un profil minéral que même les compléments alimentaires les plus chers peinent à égaler. Elle pousse dans les plaines de Ukraine, sur les bords de routes de Russie, autour des villages de Biélorussie et jusque dans les steppes sèches du Kazakhstan. On l'appelle Plantago major, le plantain, une feuille que les enfants utilisaient pour couvrir les égratignures, un remède universel qu'on écrase du pied aujourd'hui comme s'il s'agissait d'un simple déchet végétal. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que cette plante, méprisée, ignorée, considérée comme insignifiante, dépasse en efficacité certains produits antiseptiques, adoucit les inflammations intestinales mieux que des médicaments en vente libre, et répare les tissus avec une rapidité documentée depuis des siècles. Une impossibilité biologique pour l'industrie. Comment une feuille qui pousse entre 2 dalles de béton pourrait-elle valoir plus qu'une crème vendue 14,90 €? Le secret est là, sous vos chaussures. L'histoire du plantain est une archive médicale oubliée. Dans les annales slaves du XIe siècle, il était déjà considéré comme une plante aux 7 forces. Les guérisseurs l'utilisaient pour soigner les plaies, les piqûres d'insectes, les brûlures et les inflammations internes. Au XIIe siècle, les moines de la Laure des grottes de Kiev rédigèrent un texte décrivant le plantain comme une plante de voyageurs, car elle poussait sur tous les chemins et permettait de traiter immédiatement les blessures. Pendant l'invasion mongole de 1240, les chroniqueurs rapportent que des bandes de survivants utilisaient le plantain pour panser les blessures légères et stopper les saignements. Ce n'était pas un mythe. La feuille écrasée libère un gel naturel contenant de l'ocubline, un composé antibactérien puissant, et de l'allantoïne, une molécule capable d'accélérer la régénération tissulaire. Plus tard, pendant la famine de 1601 à 1603, le plantain devint une ressource alimentaire. Les populations rurales d'Ukraine et de Russie consommaient ces jeunes feuilles, riches en fibres solubles, en minéraux et en chlorophylle, pour compenser l'absence de légumes frais. Les archives rapportent que des villages entiers cuisinaient des galettes de feuilles hachées mélangées à de la farine grossière. Le plantain n'était pas un aliment de fête, mais un aliment de survie. On le retrouve encore pendant les campagnes napoléoniennes, où les soldats russes blessés utilisaient les feuilles fraîches pour calmer le feu des blessures, selon les journaux militaires. Durant la Première Guerre mondiale, les infirmières de campagne appliquaient des cataplasmes de plantain sur les pieds meurtris des soldats, ce qui explique son nom populaire, podolojnik, celui qui marche avec toi. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les villages isolés du Caucase et de Sibérie occidentale, le plantain remplaçait parfois les pansements médicaux, faute de mieux. Cette plante a servi dans plus de crises que la majorité des médicaments modernes. Elle a accompagné l'humanité dans chaque effondrement du système.
Et voilà pourquoi l'industrie ne veut plus que vous la connaissiez. Sur le plan scientifique, la plante est un chef-d'œuvre. 100 grammes de feuilles contiennent 19 mg de vitamine C, des vitamines B1, B2, B3 et B6, plus de calcium que certains fromages blancs, du magnésium, du potassium, du fer, des flavonoïdes, de la mucilage et 2 molécules miracles, l'ocubine, antibactérienne, anti-inflammatoire, et l'allantoïne, régénératrice cellulaire. Une feuille de plantain écrasée appliquée sur une piqûre d'ortie ou de moustique soulage en minutes. Une infusion de plantain calme les inflammations de la gorge, adoucit les muqueuses intestinales et soutient l'immunité. Comparez cela à un sirop pharmaceutique contenant des colorants, des conservateurs et 3 molécules isolées dont la synergie est artificielle. Naturellement, les entreprises ne veulent pas que vous sachiez que la plante sous vos pieds fonctionne parfois mieux que leurs produits. Mais le plantain ne fait pas que soigner, il répare le sol. Ses racines fibreuses restructurent la terre, brisent les compactions, attirent les vers de terre et rendent disponibles des minéraux que les plantes cultivées ne peuvent pas extraire. C'est une ingénieure écologique miniature. Dans les villages de la Volga, les anciens disaient « Là où pousse le plantain, la terre respire à nouveau ». Cette phrase, perçue comme un dicton, est aujourd'hui confirmée par l'écologie des sols. Le plantain restaure ce que l'agriculture industrielle détruit. Voici le complot économique. Aucune plante aussi commune, aussi autonome, aussi facile à utiliser ne peut entrer sur un marché contrôlé par Big Pharma. On ne peut pas vendre une feuille que tout le monde peut cueillir. On ne peut pas breveter l'allantoïne lorsqu'elle est fournie gratuitement par le sol. Alors on vous vend des crèmes à base d'allantoïne synthétique. On vous vend des sirops adoucissants. On vous vend des pansements cicatrisants. Et on laisse le plantain sous vos pieds, invisible, ignoré, considéré comme une mauvaise herbe. Comment l'identifier? Une rosette de feuilles elliptiques, nervurées, aux veines parallèles bien visibles. Les feuilles sont épaisses, légèrement brillantes. La tige florale est fine, dressée, avec un épi cylindrique. Quand vous brisez une feuille, les veines s'étirent comme des fils résistants. Cette structure est l'une des signatures botaniques les plus simples à reconnaître. Une plante parfaite pour débuter dans la cueillette. Comment l'utiliser? Les feuilles jeunes peuvent être consommées crues, en salade ou en smoothie. Les feuilles plus anciennes peuvent être bouillies ou ajoutées aux soupes. Une infusion de plantain calme les irritations de la gorge. Un cataplasme de feuilles écrasées peut être appliqué sur les plaies fermées, les piqûres, les brûlures légères. Les graines, oui, les petites graines discrètes, sont riches en fibres solubles, proches du psyllium. Une cuillère ajoutée à de l'eau crée un gel bénéfique pour la digestion et le microbiome. Ce que le plantain nous rappelle, c'est que les plantes les plus puissantes sont souvent celles que nous ignorons. Elles ne demandent rien, ni soin, ni argent, ni technologie. Elles sont simplement là, prêtes, disponibles, gratuites. Elles représentent un savoir que nos ancêtres utilisaient au quotidien, un savoir que l'industrie a tout intérêt à étouffer. Mais le sol se souvient, les plantes se souviennent. Et chaque personne qui se penche pour cueillir une feuille de plantain